Quelle est la chose la plus folle qui te soit arrivée à 18 ans? Une femme m'a bloqué sur le parking du lycée et m'a lancé « Je te file 40 000 $ si tu viens chez moi ». J'étais scotché. « Vous êtes qui, vous ?» « Je suis ta mère biologique et je veux te récupérer. » Mon cerveau a complètement vrillé. J'ai toujours rêvé de ce moment, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il commencerait par une tentative de pot de vin. « Je suis désolée, je crois que vous faites erreur. » Ai-je lâché, glacial, avant de la bousculer pour filer attraper mon bus scolaire. Ce soir-là, mon téléphone a vibré. Notification Venmo, 40 000 $, envoyé par Fiona Gold, ma mère biologique. Le message disait « Dis à tes faux parents que tu les détestes. Rentre à la maison, dans ta vraie famille. » J'étais sidérée devant une telle somme, exactement ce qu'il me fallait pour payer la fac. Et là, mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu, mais quelques minutes plus tard, un SMS du même numéro. « Rose, ils t'ont acheté quand j'avais 15 ans, mais dans 3 mois tu seras majeure. Tu peux choisir d'être avec moi. Je comprends pas ce que tu veux. Je veux récupérer ma fille. Mais pourquoi maintenant? Parce que tu as 7 frères et sœurs, tous placés, et ils demandent après leur grande sœur tous les jours. J'ai eu l'estomac noué. Mais si tu reviens, si tu m'aides à prouver que je peux m'occuper d'une famille, je pourrai les récupérer. » J'ai raccroché. En rentrant, maman était dans la cuisine, en train de préparer ma lasagne préférée. « Alors, c'était comment l'école, ma puce ?» J'ai failli tout lui dire, mais papa est arrivé, lessivé par son 2e boulot, et m'a embrassé sur le front. J'ai fait pas mal d'heures sup ce mois-ci. NYU, ça devient possible. Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'ai craqué. « Maman, papa, faut que je vous parle. » Je leur ai tout montré. La tasse de café de maman lui a échappé des mains et s'est brisée sur le carrelage. Oh non, pas encore. Encore? Papa a sorti un vieux dossier du placard. Dedans, des piles de documents, des décisions de justice, des ordonnances d'éloignement contre Fiona. Elle essaie de reprendre contact tous les 2 ou 3 ans, a murmuré maman, les larmes aux yeux. On a tout fait pour la tenir à distance. On voulait pas que tu saches, on voulait pas que tu penses, que je ne valais pas la peine qu'on se batte pour moi? J'ai soufflé. Qu'on se battait à ton sujet, a corrigé papa. Nouvelle vibration. Encore une notification Venmo. 1700 $, avec ce message. 100 $ pour chaque année que tes parents t'ont volé. Comme je ne répondais pas, elle a renchéri. Tes vrais frères et sœurs ont besoin de toi. Ils pleurent pour toi. Sois la grande sœur qu'ils méritent. J'ai tout pris en capture d'écran. Cette semaine-là, Fiona a redoublé de pression. Elle a fait débarquer les services sociaux chez nous, sur une dénonciation anonyme pour négligence médicale. Les offres Venmo sont montées à 50 000, puis 60 000 $. Là, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Le lendemain, j'ai rappelé Fiona. J'ai réfléchi à ton offre. Sa voix s'est illuminée aussitôt. Vraiment, l'argent, ça changerait tout. Et puis, ces enfants, mes frères et sœurs, ils méritent mieux que la vie qu'on leur impose. Elle a éclaté de rire, soulagée. Le lendemain, je l'ai retrouvée dans un café où elle m'a appris à pleurer sur commande. Souviens-toi, tu dois dire qu'ils t'ont fait ressentir comme un fardeau après ton cancer, qu'ils t'ont jeté les factures médicales à la figure. Jamais ils ne feraient de ça. Ce n'est pas le problème. Le juge doit l'entendre. Elle m'a présenté 3 témoins qu'elle avait payés, dont le frère de mon père, brouillé avec la famille, qui a accepté pour 10 000 $. Il dira qu'il t'a vu enfermé dans ta chambre, a expliqué Fiona posément. Et cette femme prétendra que ta mère t'a traité d'ingrate au supermarché. Quand je t'aurai, les autres suivront. Ça fera 8 enfants, Rose. Les aides de l'État, les avantages fiscaux, la pension de réversion après la mort de ton père biologique. J'ai senti mon sang se glacer. Mon père est mort? Elle a chassé la question d'un geste en me tendant un document. Signe ça, ça prouve que tu envisages une réunification. J'ai signé. Elle se doutait de rien. Mon téléphone enregistrait tout dans ma poche, et l'avocat de mes parents recevait tout en temps réel. 2 semaines avant mes 18 ans, tout le monde s'est retrouvé au tribunal. Fiona m'avait dit de m'asseoir loin de mes parents, de sursauter s'ils tentèrent de m'approcher. Elle a témoigné, larmes à l'appui. Je veux juste retrouver ma fille. Je veux qu'elle connaisse ses vrais frères et sœurs avant qu'il ne soit trop tard. Puis le juge s'est adressé à moi. « Rose, j'aimerais vous entendre. » Je me suis levée, tout comme elle me l'avait enseigné. « Votre honneur, j'ai quelque chose à dire. » J'ai sorti mon téléphone et la voix de Fiona a résonné dans la salle. « Il dira qu'il t'a vu enfermé dans ta chambre. Et cette femme dira qu'elle a entendu ta mère te traiter d'ingrate au supermarché. » J'ai même diffusé tout ce qu'elle avait dit sur les aides de l'État. Le juge s'est tourné vers Fiona. « Madame Gold, où sont placés vos autres enfants actuellement ?» L'avocat de Fiona a tenté de lui souffler quelque chose. Paniqué. Ils sont en famille d'accueil temporaire. Où exactement? Fiona a fondu en larmes. On ne me dit pas où. Le système est défaillant. Mais Rose va avoir 18 ans. Elle peut choisir. C'est là que je me suis avancée. Votre honneur, s'il vous plaît, attendez. Le visage de mes parents s'est décomposé. Fiona a fait des erreurs, mais elle n'avait que 15 ans quand je suis née. Je voudrais lui laisser une chance. Le juge avait l'air abasourdi. Vous dites que vous voulez vivre avec votre mère biologique? J'ai évité le regard de mes parents. Mes frères et sœurs ont besoin de leur grande sœur. Peut-être qu'on mérite tous une seconde chance. J'ai emménagé chez elle le soir même. Mes parents ont tenté de m'en empêcher, mais j'allais être majeure. Fiona s'est endormie en souriant, persuadée d'avoir gagné. Moi,
je suis restée éveillée, fixant le plafond de son appart infesté de cafards, sachant que la partie ne faisait que commencer. Au matin, je me suis réveillée avec le boucan de Fiona dans la cuisine, et elle avait dégagé un petit coin sur le plan de travail pour me préparer le petit-déj. Elle fredonnait, radieuse, à 6 heures du matin. Les œufs étaient brûlés d'un côté, presque crus de l'autre, et le pain grillé arborait des taches vertes franchement suspectes. Elle a versé du lait tourné dans un verre et me l'a tendu avec un petit air fier, comme si elle venait de réaliser quelque chose d'exceptionnel. J'ai pris sur moi pour tout avaler, tout en essayant d'ignorer la souris qui filait derrière la cuisinière. Elle n'arrêtait pas de parler, toute heureuse de m'avoir enfin retrouvée, et répétait qu'on aurait tout le temps de rattraper les années perdues. J'avais l'estomac noué, mais j'ai acquiescé avec le sourire. Dès qu'elle est partie sous la douche, j'ai saisi mon téléphone pour envoyer à mes parents notre code habituel. Juste 2 mots pour leur dire que, pour l'instant, tout allait bien. Ma mère a répondu aussitôt avec 3 petits cœurs. Je savais qu'elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit, vu l'heure du message. J'ai pris des photos de tout l'appartement. Les cafards qui grimpaient sur les murs, la moisissure incrustée dans chaque recoin, la fenêtre rafistolée au scotch. Mes doigts allaient à toute vitesse pour tout envoyer à Derek. Chaque détail de la veille, les photos, les captures d'écran des dernières demandes de Fiona sur Venmo. Il a réagi en quelques minutes. Conseillé de continuer à tout documenter mais de ne surtout rien faire qui puisse la rendre soupçonneuse. Au lycée, je suis restée plantée devant la même équation pendant 20 minutes sans rien noter. Hope Bailey m'a vue de l'autre côté du couloir à la pause et m'a attirée dans son bureau. Elle n'a pas posé de questions. Elle s'est contentée de me dire que je pouvais venir n'importe quand si j'avais besoin de calme ou juste envie de m'asseoir un moment. Son regard en disait long. Elle avait compris que quelque chose n'allait pas, mais elle n'insisterait pas tant que je ne serais pas prête à parler. Cet après-midi-là, une certaine Leslie Kramer m'a appelée pour m'annoncer que le tribunal l'avait nommée tutrice ad litem. Elle m'a expliqué que sa mission, c'était de défendre mon intérêt à moi, pas celui de l'un ou l'autre de mes parents. Elle a pris rendez-vous dans les 2 maisons et m'a confié qu'elle avait vu bien trop de familles où l'argent finissait par tout gâcher, au détriment de l'enfant. 2 jours après, j'étais en train de faire mes devoirs sur la table de la cuisine chez Fiona quand on a frappé violemment à la porte. Kelly Roy, des services sociaux, est entrée un classeur sous le bras et a commencé à photographier l'appartement avant même que Fiona n'ait eu le temps de protester. Elle a pris les cafards sur le vif en ouvrant les placards, la moisissure noire dans la salle de bain, les serrures qui ne fermaient plus. Fiona s'est mise à inventer 1000 excuses, prétextant qu'elle venait tout juste d'emménager et qu'elle n'avait pas encore tout remis en état. Mais sur le visage de Kelly, rien ne bougeait. Elle notait tout sans se laisser avoir. Le soir, alors que j'envoyais des messages, Fiona a tenté de me prendre mon téléphone en prétextant qu'il fallait préserver la vie privée de la famille et que mes parents adoptifs me surveillaient sûrement. J'avais déjà tout sauvegardé sur le cloud et des applis d'enregistrement tournaient non-stop en arrière-plan. Je lui ai tendu le téléphone sans broncher, la laissant croire qu'elle avait gagné. Elle a fouillé dans mes messages et supprimé les numéros de mes parents, sans savoir que je les connaissais par cœur de toute façon. Le lendemain matin, la banque a appelé au sujet des virements Venmo, m'expliquant qu'ils étaient obligés de déclarer tout don supérieur à 15 000 $ au fisc. La conseillère m'a prévenu que cela risquait de compromettre mes demandes de bourse pour la fac si jamais c'était considéré comme un revenu. J'ai appelé Derek direct et il m'a conseillé de bloquer l'accès à ses fonds et de tout documenter pour prouver qu'il s'agissait de pots de vin, pas de cadeaux. J'ai passé 1 heure au téléphone avec Venmo pour sécuriser mon compte pendant que Fiona était absente. Ce jour-là, Alan a publié sur Facebook que mes parents adoptifs avaient acheté un bébé à une jeune mère en détresse, taguant la moitié de la ville et ajoutant de vieilles photos de mon père enfant. J'ai tout capturé avant qu'il ne supprime sa publication 1 heure plus tard, sans doute après avoir dégrisé ou réalisé qu'il risquait gros. Mais le post avait déjà tourné, partagé des dizaines de fois, et les gens commençaient à poser des questions. 3 jours plus tard, mes parents m'ont proposé de se retrouver dans un café du centre-ville pour discuter sans enfreindre la moindre décision du juge. Ils ont choisi une terrasse, bien exposée, pour que tout soit clair et visible. Maman avait apporté mon sandwich à la dinde préféré, papa avait les documents de Derek sur les règles de contact. On s'est installé à bonne distance, histoire qu'on ne puisse pas les accuser de me mettre la pression ou d'empiéter sur l'espace de Fiona. Ils m'ont expliqué qu'ils ne pouvaient ni venir me voir, ni m'appeler directement, sous peine d'être accusés de harcèlement. Désormais, tout devait passer par Derek. Les mains de maman tremblaient en me tendant le sandwich, et j'ai bien vu qu'elle avait déjà perdu du poids. Papa gardait une voix calme, mais ses yeux rouges trahissaient qu'il avait pleuré. On a mis en place des signaux en cas d'urgence et un planning pour garder le contact via l'avocat. Ils m'ont promis de continuer à se battre, tout en respectant scrupuleusement les règles pour que Fiona ne puisse rien leur reprocher. J'aurais voulu les prendre dans mes bras, mais je savais qu'on pouvait nous observer ou prendre des photos qui risquaient d'être utilisées contre nous plus tard. Je me suis donc contentée d'acquiescer en picorant mon sandwich, pendant qu'on revoyait le plan. La rencontre n'a duré qu'une 20aine de minutes, jusqu'à ce que Derek tranche qu'il valait mieux en rester là, pour éviter toute suspicion de coordination contre Fiona. 2 jours plus tard, Leslie s'est présentée chez Fiona pour notre entretien.
Elle s'est installée face à moi à la table de la cuisine, qui collait au bras, pendant que Fiona faisait mine de s'activer à la vaisselle dans la pièce d'à côté, mais elle écoutait tout. Leslie m'a demandé pourquoi j'avais choisi d'habiter ici, et j'ai expliqué, la voix posée, que je voulais connaître mes frères et sœurs, alors que Fiona faisait de plus en plus de bruit avec ses casseroles chaque fois que je marquais une pause. Leslie notait tout et observait mes regards vers la cuisine. Puis elle m'a demandé si je me sentais en sécurité. J'ai hoché la tête, affirmant que tout allait bien, que j'avais juste besoin de temps pour m'adapter. Elle s'est penchée vers moi et m'a glissé de ne pas porter sur mes épaules les problèmes des autres. Son regard s'est attardé un peu trop longtemps dans le mien avant qu'elle ne range ses papiers et ses clips. Le lendemain matin, j'ai traversé la ville à pied pour me rendre à l'agence d'accueil familial, où j'ai rempli une montagne de formulaires pour demander des visites encadrées avec mes frères et sœurs. Liana Rivers, la coordinatrice, a tout relu minutieusement puis m'a expliqué que la procédure allait prendre du temps, le temps des vérifications et des évaluations des familles. Elle m'a montré les photos de chaque enfant dans leur famille d'accueil actuelle. J'ai mémorisé leur visage, surtout celui de Michel, avec son nez et son menton identiques au mien. Liana m'a confié que Michel réclamait de mes nouvelles depuis des années, mais que jusqu'ici, personne ne savait où j'étais. J'ai signé le dernier formulaire et elle m'a promis de m'appeler dès que les visites seraient impossibles. En rentrant à l'appartement, j'ai trouvé Fiona qui avait disposé 2 chaises face à face. Elle m'a annoncé qu'il fallait s'entraîner pour le tribunal. Elle m'a montré comment laisser couler les larmes sans les essuyer, comment donner de la fragilité à ma voix au bon moment. Elle m'a fait répéter des phrases sur le fait de me sentir indésirable ou encombrante jusqu'à ce que ça paraisse naturel. Mon téléphone, caché dans ma poche, enregistrait tout pendant qu'elle corrigeait ma posture et m'apprenait à sursauter à certains mots. On s'est entraîné 3 heures d'affilée jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite de mon jeu. Plus tard, à la bibliothèque du centre-ville, j'ai utilisé un ordinateur pour chercher l'acte de décès de mon père biologique. Après 40 minutes à fouiller dans les bases de données, je suis tombée sur son certificat. Il était décédé 2 ans avant la date annoncée par Fiona, dans un accident de voiture, et non d'une maladie comme elle l'avait prétendu. Aucune trace d'assurance vie, juste des dettes médicales impayées au moment de sa mort. J'ai pris des photos de l'écran et tout envoyé à Derek, en notant les incohérences de la chronologie. Le lendemain, Hope m'a retrouvée dans son bureau, une pile de formulaires de recours pour les aides financières à la main. Elle m'a expliqué comment prouver que les virements Venmo étaient des pressions, pas des cadeaux, et m'a aidé à rédiger une déclaration sur les pots de vin. On a joint toutes les captures d'écran et les documents juridiques attestant du harcèlement répété de Fiona. Hope savait exactement quelles preuves le comité voulait voir. Elle a tout envoyé en ligne sous mes yeux, puis a imprimé des copies pour mes dossiers. Le soir venu, Fiona m'a tendu un épais dossier de demande d'aide gouvernementale déjà pré-rempli. Elle déclarait 8 enfants à charge alors que nous n'étions que 2. Elle m'a montré où signer en tant qu'adulte dépendante et a fait glisser le stylo vers moi. J'ai exigé de lire avant de signer et j'ai emporté le dossier sur mon matelas posé au sol. Pendant qu'elle regardait la télé, j'ai photographié chaque page, immortalisant sa fausse déclaration manuscrite. 20 minutes plus tard, elle est venue récupérer le dossier, mais j'avais déjà tout archivé. Ce même après-midi, Kelly a débarqué chez mes parents adoptifs pour enquêter sur une nouvelle plainte anonyme de prétendue négligence scolaire. Plus tard, maman m'a écrit via Derek pour me dire qu'elle avait montré à Kelly mes bulletins des 4 dernières années, tous avec des A et des B, et une assiduité exemplaire. Kelly avait levé les yeux au ciel, précisant que c'était le 4e faux signalement en 2 mois. Tous venant du même numéro. Elle avait lancé une enquête officielle pour signalements abusifs. La réunion de suivi au tribunal a duré 1h30, tout le monde serré dans une petite salle. Le juge a passé en revue tous les récents rapports et plaintes, puis a maintenu l'organisation actuelle avec surveillance, malgré l'avocate de Fiona qui réclamait la garde immédiate. Elle a ordonné des évaluations complètes des 2 foyers dans le mois à venir. L'avocate de Fiona a protesté, jugeant cela superflu, mais la juge a insisté sur les préoccupations de l'aide sociale à l'enfance, concernant les conditions de vie et la multiplication des faux signalements. Fiona est restée muette de colère, pendant que la date de la prochaine audience était fixée à 6 semaines plus tard. 3 jours après, Liana m'a appelé pour m'annoncer que ma première visite avec Michel était acceptée et a organisé un appel vidéo avec elle. Je me suis installée dans le bureau de l'agence, les yeux rivés sur l'écran, quand est apparue une petite fille brune aux couettes. Michel m'a tout de suite demandé si j'étais vraiment sa sœur et pourquoi je n'étais jamais venue la voir. Sa famille d'accueil était là, lui caressant le dos, pendant qu'elle me montrait ses peluches et ses dessins. Elle avait dessiné une grande sœur qu'elle n'avait jamais vue, toujours avec de longs cheveux, comme moi. Je lui ai promis qu'on se verrait bientôt pour de vrai, et elle m'a fait jurer, petit doigt levé, à travers l'écran. L'appel s'est terminé au bout de 20 minutes, quand Michel s'est mise à pleurer et a demandé pourquoi on ne pouvait pas vivre ensemble. Ce vendredi-là, Fiona avait invité un de ses témoins rémunérés à dîner, un homme qui sentait la cigarette et perdait sans cesse le fil de ses phrases apprises par cœur. Elle l'a coaché sur l'histoire selon laquelle il aurait vu mon père me crier dessus devant le supermarché l'été dernier, en rectifiant les dates et les détails. Elle lui faisait décrire ce que mon père aurait soi-disant dit, ce que je portais, comment les clients auraient réagi. Mon téléphone, posé sur mes genoux, enregistrait tout pendant qu'elle lui montrait des photos de mon père et lui donnait des précisions sur ses signes particuliers. L'homme répétait son témoignage entre 2 bouchées de pizza surgelée, tandis que Fiona reformulait chaque phrase pour rendre le récit plus crédible. Quand il est parti, elle semblait ravie de la répétition et assurait que le juge le croirait sans problème. Le lendemain matin,
Leslie m'a appelé pour m'annoncer que je devais voir une psychologue qu'elle avait choisie pour une évaluation. Je me suis rendue à son cabinet en ville et j'ai passé 2 heures à répondre à ses questions sur ma façon de gérer la situation. La psychologue prenait des notes pendant que je lui racontais les allers-retours entre les maisons et l'enregistrement des séances de coaching de Fiona. Elle m'a demandé si je me sentais en sécurité. Je lui ai parlé des cafards et des serrures cassées, mais j'ai ajouté que, pour l'instant, je gérais. À la fin, elle a noté que j'avais beau montrer des signes de stress, je gardais la tête froide et je faisais face du mieux possible à cette situation compliquée. Quand je suis rentrée chez Fiona, elle était partie au tribunal pour déposer des papiers, accompagnée d'un type rencontré sur Internet qui prétendait s'y connaître en droit. Elle est revenue furieuse parce que la greffière l'avait rembarrée en lui expliquant qu'elle s'était trompée dans tous les formulaires et qu'on ne pouvait pas déposer une demande d'urgence de cette manière. La greffière lui a dit qu'il lui fallait un avocat digne de ce nom et les bons papiers pour réclamer la garde complète de tous ses enfants d'un coup. Ce soir-là, j'ai eu une alerte sur mon portable de la part de mon service de surveillance de crédit. Et là, j'ai eu un véritable coup de chaud. Quelqu'un venait d'ouvrir une carte de crédit à mon nom, avec un plafond de 5 000 € en utilisant l'adresse de Fiona. Sur la demande, il y avait même mon numéro de sécurité sociale, qu'elle avait visiblement récupéré dans mes affaires sans que je m'en aperçoive. Le lendemain matin, je lui ai montré l'alerte et je lui ai demandé, droit dans les yeux, pourquoi elle avait fait ça. Elle a pris un air perdu et m'a juré que j'avais dû le faire moi-même et oublier, à cause du stress que me causaient mes parents adoptifs. Elle n'a pas arrêté de répéter que j'étais parano et que je me faisais des films. Je n'ai pas cherché à discuter et je suis allée directement au commissariat pour porter plainte pour usurpation d'identité. L'agent a pris ma déposition et m'a remis un numéro de dossier à transmettre à Derek pour compléter notre dossier de preuve. Ma mère m'a envoyé un message via Derek pour dire qu'ils avaient retrouvé tous les papiers originaux de mon adoption, quand j'étais bébé. Les documents montraient qu'ils avaient réglé les frais juridiques et médicaux traditionnels, comme dans n'importe quelle adoption, et certainement pas la version rocambolesque racontée par Fiona, selon laquelle ils m'auraient littéralement acheté. Les dossiers de l'agence prouvaient que tout s'était fait dans les règles, que Fiona avait signé de son plein gré, même si elle n'avait que 15 ans. Il y avait aussi des attestations des assistantes sociales et des infirmières présentes à l'époque, confirmant que personne ne l'avait forcée à quoi que ce soit. Derek a apporté des copies de tous ces documents au bureau de Leslie et les a ajoutés à son rapport sur l'affaire. Après avoir tout passé en revue, elle m'a prise à part pour me dire que toutes les preuves étaient accablantes contre Fiona, mais elle m'a prévenu que Fiona risquait de devenir encore plus imprévisible en sentant la situation lui échapper. Elle avait déjà vu des parents biologiques complètement paniqués perdre les pédales et elle m'a conseillé d'être extrêmement prudente et de continuer à tout noter. 2 jours plus tard, Fiona m'a convoquée et m'a annoncé que si je ne coupais pas tout contact avec mes parents adoptifs, elle réclamerait le remboursement de tout l'argent envoyé par virement. Sa voix était posée, mais son regard lançait des éclairs, et elle tapotait nerveusement la table du bout des doigts. Je suis restée silencieuse un moment avant de lui répondre que j'avais encore besoin de mes parents adoptifs, notamment pour des démarches comme les lettres de recommandation pour l'université. Elle n'a pas du tout apprécié, mais j'ai ajouté que Derek préparait une réponse juridique au sujet de l'argent et que tout serait réglé bientôt. Ce même après-midi, Kelly m'a appelé pour m'informer qu'elle ouvrait officiellement une enquête sur tous les faux signalements faits contre mes parents. Elle m'a expliqué que faire de fausses déclarations à la protection de l'enfance était très sérieux et que Fiona risquait gros. Elle m'a donné un numéro direct pour la joindre et m'a dit que si jamais je ne me sentais pas en sécurité, je n'avais qu'à appeler et quelqu'un viendrait aussitôt. Le lendemain, au lycée, Hope m'a reçue dans son bureau à la pause déjeuner pour m'expliquer comment bien documenter tout ce qui pourrait servir au tribunal. Elle m'a montré comment noter précisément les horaires sur les enregistrements, faire plusieurs sauvegardes et bien identifier les témoins dans mes notes. Elle avait déjà aidé d'autres élèves dans ce type d'affaires et savait exactement ce que les juges attendent comme preuve. Elle m'a remis un carnet spécial et m'a appris à rédiger des comptes rendus inattaquables. Fiona avait passé la semaine à passer des coups de fil et a fini par m'annoncer qu'on avait rendez-vous chez un fiscaliste susceptible de nous aider à récupérer plus d'argent. On est allés en voiture dans une galerie marchande, dans un bureau où un homme en chemise froissée nous a expliqué comment déclarer les 8 enfants comme personnes à charge sur les formulaires fiscaux. Il ne cessait de vanter les déductions maximales possibles en nous montrant les documents à l'écran. Fiona hochait la tête et lui a demandé s'il était possible de déclarer des enfants qui n'habitaient pas encore chez elle, mais allaient arriver bientôt. L'homme a répondu que c'était jouable tant que personne ne venait vérifier de trop près, puis il s'est lancé dans des explications pour rendre l'ensemble crédible sur le papier. J'ai tout enregistré discrètement sur mon téléphone, alors qu'il admettait carrément que c'était une fraude, puisque les autres enfants étaient toujours en famille d'accueil. Il a même plaisanté en disant que l'administration ne contrôlait jamais vraiment si on savait s'y prendre. Fiona l'a réglé en liquide et a emporté une pile de formulaires fraîchement imprimés à remplir plus tard. Sur le chemin du retour, elle était surexcitée à l'idée de tout cet argent qui allait tomber et faisait déjà des plans sur ce qu'elle allait acheter. Moi, j'ai gardé le silence, et dès que j'ai pu, j'ai envoyé l'enregistrement à Derek depuis ma chambre. Les murs étaient si fins que je pouvais l'entendre raconter à quelqu'un au téléphone qu'elle allait bientôt récupérer tous ses enfants et que l'argent allait enfin rentrer. Cette nuit-là, impossible de trouver le sommeil. Je repensais à ce qu'elle avait dit sur la mort de mon père biologique et les allocations de réversion.
J'ai attrapé mon ordinateur portable et j'ai commencé à fouiller les sites gouvernementaux à la recherche d'infos sur les prestations de survivants et les assurances vie. Le site de la Sécurité sociale expliquait que les enfants mineurs pouvaient toucher une pension si un parent décédait, mais seulement si celui-ci avait assez cotisé. J'ai cherché le nom de mon père biologique et je suis tombée sur un avis de décès datant de 6 ans. Il était mort dans un accident de moto, il n'avait pas laissé d'assurance vie et il traînait de grosses dettes médicales à cause de son dernier séjour à l'hôpital. L'article précisait aussi qu'il était au chômage depuis 2 ans avant sa mort, sans aucun bien à son nom. J'ai tout pris en photo pour garder des preuves, et c'est là que j'ai compris que Fiona avait inventé cette histoire d'argent de toutes pièces. Dans les jours qui ont suivi, j'ai rassemblé tous mes éléments dans un gros dossier sur mon ordi. Des enregistrements où on entend Fiona briefer des témoins, des captures d'écran de ses virements louches, des photos de l'état de l'appart, les copies des faux rapports de la protection de l'enfance que Kelly avait reconnus, des papiers sur les fraudes à la carte bancaire, et désormais la preuve que les pensions de survivants n'avaient jamais existé. J'ai tout bien classé par date dans des dossiers distincts, puis multiplié les sauvegardes sur clés USB, planquées à plusieurs endroits sûrs. Il fallait absolument que Leslie et Kelly voient tout ça, mais je devais choisir avec soin le bon moment et la bonne manière de leur passer les infos. Ce mercredi matin-là, j'étais sous la douche quand j'ai perçu du bruit dans ma chambre. Fiona fouillait dans mes affaires. Je suis sortie en trombe, les cheveux dégoulinants de shampoing, et je l'ai surprise en train de vider mon sac par terre, le nez dans des mails imprimés entre Derek et moi à propos de la procédure. Elle est devenue écarlate et s'est mise à hurler que j'étais une traîtresse, une espionne, comme tous ceux qui l'avaient laissé tomber. Elle a balancé mes livres de cours dans le couloir, déchiré mes devoirs, en m'insultant avec tout ce qui lui passait par la tête. J'ai attrapé mon téléphone et mon ordi avant qu'elle n'ait le temps de les abîmer, les ai jetés dans mon sac, tandis qu'elle continuait à hurler que je l'avais trahie, malgré tout ce qu'elle avait fait pour moi. Les voisins tapèrent contre les murs pour qu'elle se calme, mais au contraire, elle redoublait de cris. Je me suis habillée en vitesse et je suis partie, la laissant à jeter mes affaires partout. À partir de là, j'ai traîné au lycée jusqu'à la fermeture chaque soir. Hope me laissait squatter son bureau pour bosser mes devoirs et réviser, ce qui m'évitait de rentrer. Elle ne posait jamais de questions, mais il y avait toujours des petits trucs à grignoter dans son tiroir, à disposition. Vers 6 heures, maman m'envoyait un message pour m'annoncer qu'elle m'attendait sur le parking avec le dîner. On s'installait dans sa voiture, on partageait un repas à emporter, on parlait de mes cours ou de mes démarches pour la fac, tout en évitant soigneusement le sujet Fiona. Maman me glissait des vêtements propres et quelques affaires de toilette dans un sac que je planquais dans mon casier. Ensuite, j'attendais qu'il soit bien tard, 8 ou 9 heures, pour rentrer chez Fiona, à l'heure où elle était forcément couchée ou plongée devant la télé. Le jeudi, l'évaluateur du foyer est venu pour la visite que Fiona préparait frénétiquement depuis des jours. Salon briquet, repas maison, fleurs fraîches sur la table, elle avait même troqué son jogging sale pour des vêtements propres. L'évaluateur a fait son tour, son carnet à la main, pendant que Fiona débitait son discours sur le foyer chaleureux qu'elle offrait à sa fille. Mais quand il a ouvert le placard sous l'évier, des cafards ont filé dans tous les sens. Il n'a pas hésité à prendre des photos des insectes qui grimpèrent sur les murs et sur le plan de travail, à côté de la bouffe, pendant que Fiona tentait de lui faire croire qu'il venait forcément de l'appart d'à côté. Il a continué à photographier les bestioles et les crottes de souris derrière la gazinière. Mon téléphone vibrionnait sans arrêt. Fiona m'inondait de messages qui changèrent de ton chaque heure. Un coup, elle disait « Je t'aime. J'aimerais être la mère que tu mérites. On peut tout recommencer. » Puis l'instant d'après, elle m'écrivait des tartines d'insultes, me traitant d'ingrate et d'égoïste, menaçant d'attaquer mes parents adoptifs au tribunal si je ne la respectais pas davantage. Ensuite, elle revenait à des excuses, jurant qu'elle comprenait que j'étais perdue à cause de leur influence. À chaque message, je faisais une capture d'écran, tout partait à Derek, mais je ne répondais jamais. Le service de crédit a fini par m'appeler pour confirmer qu'il supprimait le compte frauduleux de mon dossier après enquête. Le flic chargé de mon dossier d'usurpation d'identité voulait me rencontrer pour une vraie déposition sur la carte bancaire. Je me suis pointée au commissariat, j'ai expliqué simplement comment j'avais découvert ce compte, quand il avait été ouvert, que je n'avais rien signé. Il m'a demandé si je savais qui aurait pu faire ça, mais je me suis contentée de dire que l'adresse sur la demande était la mienne, sans aller plus loin. Liana m'a appelé vendredi après-midi avec une bonne nouvelle. Ma demande de visite pour voir ma sœur était acceptée. Je pourrais rencontrer Michel en vrai mardi prochain à l'agence, sous supervision. Elle m'a précisé que Michel avait déjà connu 4 familles d'accueil en 2 ans et avait du mal à faire confiance vu tous ces bouleversements. Elle m'a conseillé de ne pas avoir d'attente démesurée et de ne pas chercher à précipiter les choses. Peut-être même que Michel ne voudrait pas me parler tout de suite. Et ce serait normal. Lundi matin, on est tous retournés au tribunal pour une nouvelle audience sur la garde. La juge a passé en revue tous les rapports, celui de la protection de l'enfance, l'évaluateur, les recommandations de Leslie. Elle a exigé de Fiona qu'elle suive des cours de parentalité chaque semaine et qu'elle termine un accompagnement financier avant d'envisager quoi que ce soit sur la garde. Fiona a bondi de sa chaise, a commencé à protester, mais la juge l'a menacée pour outrage. Elle a quitté la salle en hurlant à la magouille. Son avocate a ses trousses pour tenter de la calmer sur le parking. Cet après-midi-là, Derek m'a appelé pour me conseiller sur mon hébergement.
Il m'a suggéré de déposer une demande pour pouvoir alterner entre les deux foyers tant que la procédure était en cours. Ça me permettrait de m'éloigner légalement de Fiona tout en montrant au tribunal que je n'abandonnais pas complètement la relation. J'ai donc préparé un sac le soir même et j'ai dit à Fiona que j'avais besoin de mon ordinateur pour un devoir. Elle m'a observé, impassible, depuis le canapé, sans perdre une miette de mes mouvements pendant que je prenais quelques vêtements et mes cahiers. Chez mes parents, ma mère m'avait préparé mon plat préféré, pendant que mon père avait dégagé un coin sur son bureau pour que je puisse travailler tranquille. Le lendemain matin, je suis retournée chez Fiona. Elle m'attendait déjà devant la porte. Elle m'a demandé pourquoi je n'étais pas rentrée la veille, et je lui ai expliqué que j'avais un gros devoir d'histoire à rendre pour vendredi. Son visage s'est fermé, mais elle n'a rien pu dire puisque le tribunal ne m'interdisait pas de me déplacer. C'est devenu ma routine de la semaine. Une nuit chez mes parents pour avancer sur mes cours, puis retour chez Fiona, dans son appartement envahi de cafards. À chaque départ, Fiona se mettait de plus en plus en colère, m'inondant de messages furieux sur la loyauté et la vraie famille. Mardi matin, elle m'a coincée dans la cuisine et m'a brandi son téléphone sous le nez avec l'application Venmo, affichant les 60 000 $ bloqués. Elle m'a lancé que le propriétaire menaçait de nous expulser si elle ne réglait pas le loyer avant vendredi. J'ai pris des captures d'écran de ces messages où elle me réclamait l'argent et je lui ai expliqué que la banque avait gelé la somme en attendant la fin de leur enquête. Elle m'a attrapée par les épaules et m'a secouée si fort que mes dents se sont cognées entre elles. Elle a hurlé que je fichais tout en l'air, comme mes parents adoptifs t'ont appris à faire. J'ai réussi à me dégager et à filer dans ma chambre, où j'ai verrouillé la porte pendant qu'elle tapait comme une folle. L'après-midi, mon portable s'est mis à vibrer sans arrêt. Notifications Facebook et Instagram à gogo. Alan avait posté de vieilles photos de famille accompagnées de longs pavés accusant les enfants ingrats qui oublient d'où ils viennent. Il m'a traité de petite princesse pourri gâtée qui préfère l'argent à la famille, en taguant tous nos contacts. Les commentaires devenaient de plus en plus violents, jusqu'à des inconnus qui se défoulèrent sur moi. J'ai tout sauvegardé dans un dossier que j'ai appelé preuve de diffamation, mais je n'ai rien répondu. Derek m'avait dit de ne pas réagir en ligne, histoire de ne pas aggraver la situation au tribunal. Mercredi matin, Kelly m'a appelé pour venir à l'agence. Elle m'a installée dans son bureau, très sérieuse, et m'a expliqué que mon rôle n'était pas de jouer les détectives. Elle m'a rappelé que le tribunal avait des professionnels pour enquêter sur Fiona et que je devais d'abord penser à ma sécurité. Elle m'a donné une carte avec un numéro spécial, à enregistrer dans mon téléphone, et m'a fait répéter 3 fois le geste pour appeler si Fiona devenait violente. Elle a aussi mis en place un mot de passe. Si j'envoyais aide devoir à son numéro, quelqu'un viendrait me chercher aussitôt. Jeudi, le facteur a frappé à la porte avec une grosse enveloppe à signer. Fiona l'a arrachée des mains du facteur et est devenue livide en lisant. Le rapport de l'évaluateur était accablant. Photos de cafards, de moisissures, serrures cassées. Il listait tous les témoins amenés par Fiona et les paiements reçus. La conclusion était claire. Aucune réunification n'était possible. Seules des visites sous surveillance étaient recommandées. Le rapport mettait aussi en doute sa capacité à offrir un cadre stable à un enfant. Furieuse, Fiona a balancé les papiers contre le mur et a tout saccagé dans le salon. Assiettes cassées, coups de pied dans les murs déjà pourris. Je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai envoyé le mot de passe à Kelly, mais j'ai annulé quand Fiona s'est calmée. Vendredi, la journée aurait dû être banale jusqu'à ce que Fiona débarque à la pause déjeuner. Elle a traversé la cantine en criant mon prénom. Tout le monde s'est tourné pour la regarder foncer vers ma table, pleurant qu'elle avait le cœur brisé. Elle m'a attrapée par le bras en sanglotant, essayant de me tirer de ma chaise, répétant que j'étais son bébé et qu'elle m'aimait. Mes amis se sont écartés alors qu'elle faisait tout un scandale. Le surveillant a dû l'expulser physiquement du lycée, puis il a rédigé un avertissement officiel pour intrusion, ce qui voulait dire qu'elle risquait l'arrestation si elle revenait. La scène a été filmée par au moins 20 élèves et postée sur les réseaux en moins d'1 heure. Samedi, je suis allée à la librairie du quartier pour demander s'il cherchait quelqu'un. Le gérant m'a dit qu'il avait besoin d'aide le week-end et que je pouvais commencer immédiatement si je voulais. J'ai rempli les papiers et j'ai bossé mon premier créneau de 4 heures dans l'après-midi. Ça m'a fait un bien fou de faire quelque chose de normal, à ranger les livres et à aider les clients à s'y retrouver. De retour chez Fiona, elle m'attendait, la main tendue. Si tu travailles, tu verses la moitié de ton salaire pour la maison. Je n'avais même pas encore touché un centime qu'elle voulait déjà que je m'engage à lui donner l'argent. Je lui ai répondu que j'allais réfléchir et elle s'est mise à hurler sur les enfants ingrats qui profitent des autres. Dimanche, mes parents ont contacté Derek et proposé une médiation avec Leslie pour poser des règles. Tout le monde pensait qu'en fixant un cadre, ça pourrait calmer le jeu. Leslie a fixé la rencontre au lundi après-midi, dans une salle du tribunal. Ma mère m'a confié à part qu'elle doutait franchement que Fiona respecte quoi que ce soit, mais que ça valait le coup d'essayer. Lundi, on s'est tous retrouvés autour d'une grande table. Leslie prenait des notes. Mes parents ont commencé en disant qu'ils voulaient seulement le meilleur pour moi. Fiona a explosé tout de suite, criant qu'il m'avait volé et qu'il n'avait aucun droit de s'en mêler. Leslie a tenté de ramener le calme pour parler des limites à poser dans la communication, mais Fiona s'est levée, a renversé sa chaise et s'est mise à crier que c'était un complot pour l'éloigner de sa fille. En quittant la salle, elle nous a traités de menteurs et a lancé qu'on se reverrait devant le juge. La réunion a à peine duré 10 minutes avant de partir en vrille. Leslie a tout consigné, précisant que Fiona était incapable de mettre mon bien-être avant sa propre colère. Mardi matin, Derek m'a appelé. Le juge venait de fixer une audience pour la semaine suivante sur le harcèlement et l'usurpation d'identité. Il voulait qu'on se voie mercredi pour préparer mon témoignage.
Il m'a conseillé de rester factuel et de ne pas me laisser envahir par l'émotion, car l'avocat de Fiona chercherait à manipuler mes réponses. On a passé 3 heures à décortiquer les questions possibles et à s'entraîner à répondre clairement. La veille du passage au tribunal, Derek est venu chez mes parents avec Hope et ils ont transformé le salon en salle d'audience improvisée, alignant les chaises de la salle à manger comme au palais de justice. Derek s'est mis dans la peau de l'avocat de Fiona et m'a bombardé de toutes les questions pièges qu'il pouvait inventer, pendant que Hope gardait un œil sur mon attitude, m'apprenait à rester calme et à ne pas gesticuler. On a recommencé, encore et encore, jusqu'à ce que je sois capable de réciter les dates et les détails sans que ma voix ne tremble, ni que la colère ne monte. Hope m'a appris à souffler 3 grands coups avant chaque réponse, à fixer le juge plutôt que Fiona quand je parlais. On a répété jusqu'à minuit passé, et Derek m'a fait refaire 4 fois la chronologie des dépenses bancaires pour que j'aie chaque date en tête. Le lendemain matin, j'ai eu le cœur au bord des lèvres 2 fois avant de partir, avec maman à côté de moi qui me tenait les cheveux en silence. Au tribunal, Derek nous attendait dans le hall et m'a rappelé, juste avant d'entrer, de m'en tenir strictement aux faits et de laisser les preuves parler d'elles-mêmes. La salle d'audience était bien plus petite que je ne l'imaginais, avec ses boiseries et ses néons blafards qui donnaient une mauvaise mine à tout le monde. Fiona était assise en face, dans une robe que je ne lui connaissais pas, pendant que son avocate lui soufflait des mots à l'oreille en épluchant des papiers. Quand mon tour est venu, j'ai pris place à la barre, les mains tellement tremblantes que j'ai dû m'agripper pour ne pas vaciller. Le juge m'a demandé d'expliquer les enregistrements. J'ai sorti mon téléphone où tout était classé par date. J'ai lancé celui où Fiona préparait ses faux témoins et la salle s'est figée. On n'entendait plus qu'elle promettant de l'argent à Alan pour mentir. Ensuite, j'ai fait écouter l'enregistrement sur les allocations pour 8 enfants et l'avocate de Fiona a bondi pour protester, mais le juge l'a coupé net. J'ai montré la demande de carte bancaire, écrite de la main de Fiona avec mon numéro de sécurité sociale, ainsi que toutes les captures d'écran Venmo montrant les pots de vin. L'avocate de Fiona a alors tenté de jouer la carte de la mère brisée qui cherche par tous les moyens à retrouver sa fille, prétendant que les enregistrements étaient sortis de leur contexte et que Fiona était traumatisée d'avoir vu son enfant vendu à 15 ans. Elle a essayé de faire croire que mes parents m'avaient manipulé pour monter un dossier contre ma mère biologique. Le juge lui a demandé franchement s'il y avait eu usurpation de carte bancaire. Elle s'est embrouillée dans des explications confuses, parlant de malentendus et de bonnes intentions. Puis le juge s'est tourné vers Fiona, lui demandant ce qu'elle avait à dire sur la carte bancaire. Et Fiona s'est effondrée en larmes, répétant à quel point c'était dur d'être séparée de sa fille. Le juge l'a sèchement interrompue. Pleurer n'était pas une réponse à la question d'usurpation d'identité. Elle a prononcé aussitôt une ordonnance de protection, interdisant à Fiona de me voir autrement qu'en présence d'un tiers à l'agence. Elle lui a imposé des cours de parentalité et un suivi psy dans les 3 mois, sous peine de poursuite. Une audience de contrôle était fixée 3 mois plus tard, et elle a prévenu Fiona qu'au moindre contact hors des visites encadrées, ce serait la garde à vue immédiate. L'avocate de Fiona a bien tenté de gagner du temps pour faire venir d'autres témoins, mais le juge a tranché. Les preuves de fraude et de harcèlement suffisaient. Après l'audience, je suis retournée chez Fiona récupérer mes affaires, pendant qu'elle restait plantée sur le canapé, les yeux collés à la télé. J'ai ramassé mes vêtements, toujours dans leur sac poubelle, attrapé ma brosse à dents dans la salle de bain humide. Elle ne m'a pas regardé, pas un mot, elle fixait son jeu télévisé à fond. J'ai pris mon unique sac et retrouvé mes parents dans la voiture, garée sur le parking. 2 semaines plus tard, Liana m'a appelé pour m'annoncer que ma première visite avec Michel était acceptée pour samedi prochain à l'agence. Je suis arrivée en avance, j'ai attendu dans une pièce pleine de dessins d'enfants, une boîte de crayons cassée sur la table. Michel est entré en tenant la main de sa famille d'accueil, sans oser croiser mon regard. On s'est installés à la petite table, j'ai commencé à colorier une maison, elle m'observait en silence. Après une vingtaine de minutes, elle a pris un crayon et s'est mise à dessiner des fleurs autour de ma maison. Elle m'a raconté que sa famille d'accueil avait un chien, Biscuit, qui dormait dans son lit et savait donner la patte. À la fin de l'heure, elle m'a montré tous ses dessins de la semaine et m'a demandé si je reviendrais. Le service des bourses m'a envoyé une lettre confirmant que mon recours était accepté. L'argent reçu sur Venmo ne serait pas pris en compte, car c'était lié à une procédure judiciaire. J'avais droit à des aides de l'État qui couvraient l'essentiel de mes frais à la fac locale, mais pas assez pour les grandes écoles dont j'avais rêvé. Fiona s'est mise à laisser des messages vocaux sur mon téléphone, que je transférais systématiquement à l'agence sans jamais les écouter en entier. Tout a été consigné, et les règles de visite sont devenues plus strictes. Un agent devait toujours être présent. Papa voulait attaquer Alan pour diffamation après tous ses posts en ligne, mais Derek a envoyé une mise en demeure très claire. Soit il arrêtait, soit ce serait le tribunal. Alan a tout effacé en moins de 24 heures et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Hope est venue me retrouver après les cours pour m'aider à écrire ma lettre de motivation pour la fac. On a fait 6 versions pour trouver le bon ton. On a mis l'accent sur mon projet de travailler dans le social, sur mon envie d'aider les enfants placés, plutôt que de tout centrer sur mes blessures. Elle m'a aidé à parler de résilience sans tomber dans les clichés, ni passer pour une victime qui cherche la pitié. 2 jours plus tard, l'enquêtrice m'a appelée. Je devais venir au commissariat au sujet de la carte bancaire. Je me suis retrouvée dans un petit bureau à boire un café infect,
pendant qu'elle tapait ma déposition sur la découverte des documents avec mon numéro de sécu. Elle m'a montré des copies des papiers signés de la main de Fiona et m'a posé des questions sur des dates précises. Je me suis limitée aux faits, j'ai expliqué comment j'étais tombée sur le compte et que je n'avais jamais donné mon accord à qui que ce soit pour utiliser mon numéro. Elle m'a dit que Fiona risquait probablement une simple mise à l'épreuve si elle était condamnée, mais que, dans tous les cas, il y aurait une trace au cas où elle recommencerait. La semaine suivante, Leslie est venue rencontrer mes parents et moi pour discuter des visites à long terme avec mes frères et sœurs. Elle a sorti son agenda et y a inscrit des rendez-vous mensuels encadrés avec Michel et les autres enfants qui voulaient me voir, ainsi que des rencontres trimestrielles auxquelles Fiona pourrait assister si elle respectait toutes les conditions du tribunal et poursuivait sa thérapie. Ce n'était pas idéal, mais au moins, je gardais le lien avec mes frères et sœurs sans que Fiona puisse s'en servir contre moi. 3 mois ont passé avant l'audience de révision, où il serait question de savoir si Fiona avait bien suivi les instructions du juge. Elle est arrivée habillée de façon plus stricte, histoire de se donner un air sérieux, mais la greffière a lu ses relevés de présence. Elle avait bien fini les ateliers de parentalité, mais elle avait séché 4 séances de suivi psychologique, invoquant à chaque fois des soucis professionnels. Le juge l'a regardée au-dessus de ses lunettes et a prolongé l'ordonnance de visite surveillée de 6 mois supplémentaires. Il l'a prévenue que c'était sa dernière chance de prouver qu'elle pouvait faire passer ses enfants avant elle. Pendant ce temps, j'ai reçu ma lettre d'admission à la fac, avec une place dans leur filière d'excellence. L'aide financière comprenait des bourses qui couvriraient la plus grande partie de mes frais si je choisissais la filière travail social. Avec ça et mon job à la librairie, je pouvais envisager d'y aller tout en restant chez mes parents la première année. Ce n'était pas la grande école privée dont j'avais toujours rêvé, mais Kelly et Hope m'avaient toutes les deux rédigé des lettres de recommandation qui mettaient en avant ma capacité à rebondir. Michel et moi nous retrouvions chaque mois à l'agence, et elle était devenue assez à l'aise pour me serrer dans ses bras dès mon arrivée. Lors de notre visite juste avant mon anniversaire, elle a sorti une carte faite de papier coloré et de paillettes, sur laquelle elle avait écrit au crayon « Meilleure grande sœur ». Plus tard, la famille Rivers m'a raconté qu'elle parlait sans arrêt de moi à la maison et demandait tout le temps quand elle me reverrait. Ils m'ont dit qu'avoir une personne fiable dans sa vie l'aidait à faire davantage confiance aux adultes et que ses cauchemars s'étaient raréfiés. 6 mois après cette nuit épouvantable où j'avais posé mes valises chez Fiona, on a partagé un dîner de famille tout simple à la maison. Maman avait refait sa fameuse lasagne, papa a grillé des steaks pour fêter sa promotion, synonyme de la fin de son 2e boulot. On a parlé de ma rentrée, de mon emploi du temps, de la liste des affaires à prévoir pour la résidence, même si j'allais faire l'aller-retour. Maman nous a montré fièrement des photos de son jardin, où, après 3 essais ratés, les tomates avaient enfin poussé. Pas un mot sur des avocats, des audiences ou des conflits de garde pendant tout le repas. J'avais commencé à consulter une psy tous les 15 jours pour m'aider à avancer après tout ce qu'on avait traversé. Elle m'a aidé à comprendre que je ne pouvais pas porter toute la fratrie sur mes épaules, ni réparer Fiona à moi seule. Parfois, je passais la séance à pleurer sur l'injustice de la situation. D'autres fois, on s'entraînait à dire non à la culpabilité. Elle m'a appris à ne pas me laisser déborder par la difficulté d'avoir 2 familles qui ne formeraient jamais un tout parfait. Pour la remise des diplômes, j'ai traversé la scène en toge et mortier sous les applaudissements de mes parents assis dans les gradins. Papa a lancé un sifflement quand mon nom a retenti et maman a pris une bonne 50aine de photos alors que je lui avais bien dit que 10 suffirait largement. J'ai pensé à Michel et à mes autres frères et sœurs, éparpillés dans différentes familles d'accueil, en train de voir leur grande sœur décrocher son diplôme. Peut-être qu'un jour, eux aussi traverseraient une scène comme celle-là, en sachant que je m'étais battue pour rester présente dans leur vie. Quand le proviseur m'a remis mon diplôme, je l'ai brandi bien haut pour que mes parents puissent le voir. Tout ce que j'avais enduré pour arriver là prenait tout son sens à cet instant, même si l'histoire était loin d'être finie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout et de m'avoir permis de partager toutes mes interrogations. À très bientôt, gardez l'esprit curieux. Un petit like sur la vidéo, ça aide bien plus que vous ne l'imaginez.